OK, c'est super. Voilà, donc j'ai une petite présentation que je voudrais partager pour démarrer. Le temps qu'on est en train de démarrer, j'ai une question parce que habituellement on disait qu'on fait le recording des webinaires et après on les partage au niveau du chapitre, mais je n'ai pas l'impression que effectivement on enregistre mais qu'on le partage. Je n'ai pas l'impression qu'on partage effectivement, quoi. Ou bien je ne sais pas si c'est moi qui. Oui, oui, non, non, on peut partager à la demande, hein, parce qu'on reçoit les emails et les gens demandent le lien, on leur envoie. Mais bon, on peut aussi rapidement remettre ça dans le groupe du chapitre. Tous les liens sont là, en fait. Tout ce qu'on a fait depuis quelque temps, on a enregistré. Voilà. D'accord, merci. OK. Donc, bonjour à tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre d'une série de webinaires sur la gestion des risques que nous avons entamé il y a quelques mois. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais profiter de l'opportunité qui nous est donnée d'être rassemblés aujourd'hui pour partager avec vous quelques informations rapidement. Alors, je voudrais commencer par remercier tout le monde pour la participation massive au PMI Day, au Project Management Day, que nous avons organisé le 23 juillet passé à l'hôtel Radisson. Vous savez que depuis la pandémie de COVID-19, la plupart des événements ont basculé en ligne. Et donc, depuis quelque temps, nous reprenons peu à peu les événements en présentiel. Donc, à la suite d'une Dogu PMI qu'on avait organisée le 25 mai, donc, le 23 juillet passé, on a pu avoir cette opportunité de nous réunir pour discuter donc de l'économie de projet. Donc, le chapitre PMI Sénégal, par ma voix, en profite pour vous remercier pour votre participation massive. Alors, comme vous le savez, nous sommes une forte communauté. Nous sommes une communauté à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle africaine. Donc, il y a des activités que nous menons à l'échelle africaine. Et justement, il y a cette conférence que nous organisons du 11 au 13 septembre à Lagos, au Nigeria. Donc, c'est tous les chapitres PMI en Afrique qui vont se retrouver donc à Lagos pour discuter donc du développement durable et des impacts sociaux. Donc, le PMI Sénégal voudrait vraiment être présent. Donc, nous sommes en train de préparer notre participation groupée. Voilà. C'est-à-dire, comme la plupart des chapitres ont tendance à le faire, nous allons organiser un petit groupe pour y aller. Donc, d'ici la semaine prochaine, nous allons envoyer un formulaire à l'ensemble des membres. Vous le remplissez pour nous dire si vous êtes intéressé. Et à la suite de ça, nous allons avoir des échanges pour nous organiser. Alors, je rappelle qu'il y a des réductions qui sont accordées lorsque l'inscription se fait en groupe, notamment à partir de 15 personnes. On a une réduction de 10% et 15% si on est au-delà de 15 personnes. Il y a aussi Kenya Airways qui nous donne des réductions sur les tarifs des billets d'avion et il y a aussi des réductions sur les différents hôtels qui vont accueillir les participants. Donc, notre souhait, c'est vraiment que le PMI Sénégal puisse participer à cette conférence-là. Donc, dans les tout prochains jours, nous allons vous revenir avec un formulaire. Alors, au mois d'août, nous avons prévu de ralentir un peu le rythme parce que le mois d'août, c'est le mois des vacances et donc c'est important de laisser un peu le temps aux gens de se ressourcer. Toutefois, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas faire d'activités. Nous avons deux activités qui sont prévues au mois d'août qui vont se faire en ligne. Ce sont des webinaires. Alors, comme vous le savez, le PMI a lancé une nouvelle certification sur la construction. Et donc, nous sommes en train de travailler donc avec le PMI pour avoir une session sous la forme de webinaire pour venir parler des projets de construction en nos membres. Donc, s'il plaît à Dieu, nous allons recevoir Raphaël Anani, qui travaille pour le PMI et qui est le responsable de ce projet de nouvelle certification PMI Construction. Nous aurons également un deuxième webinaire qui va traiter des problématiques de gestion de projet au Sénégal et qui sera animé par notre vice-président
Omar Diop, qui tient d'ailleurs à s'excuser. Il est retenu en ce moment dans le cadre des besoins professionnels, donc il ne pourra pas être avec nous. Donc, au mois d'août, on va faire ces deux webinaires-là. Donc, vous allez bientôt recevoir la newsletter du mois d'août. Alors, pour ce qui est du webinaire d'aujourd'hui, il faut savoir que nous le faisons dans le cadre d'une série de webinaires sur les pratiques de la gestion des risques que nous avons lancé le 30 avril 2022. Alors, l'objectif derrière cette série de webinaires, c'est de pouvoir développer une boîte à outils de gestion des risques au profit des chefs de projet. Et donc, cette série est donc conduite par Madame Prisca Estelle Nkolo, qui travaille donc au niveau de l'ACI. Alors, elle-même, elle a animé le premier épisode qui était basé sur les stratégies clés pour gérer les risques, une illustration donc dans le domaine de l'aéronautique. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir le deuxième épisode qui va donc porter sur la pratique de la gestion des risques dans le secteur des télécoms et qui sera donc animé par Monsieur François-René Nko Sadi. Alors, je vais laisser immédiatement la parole à Prisca Estelle Colo, qui est donc la personne qui dirige cette série de webinaires. Merci de m'avoir écouté et bon webinaire à tous. Prisca, je te donne la parole. Merci. Merci, merci André, merci de nous donner à tous l'opportunité d'avoir cette série de webinaires pour échanger ensemble sur les pratiques de gestion de risque. Comme André l'a mentionné, nous avons commencé cette série d'ateliers il y a 3 mois environ. Et l'objectif, c'était vraiment de discuter en professionnel des pratiques de gestion des risques parce qu'elles peuvent être différentes d'un domaine à un autre, mais les principes restent fondamentaux. C'est pourquoi la première fois, nous nous sommes contentés d'introduire un peu les notions de gestion des risques. Et aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir Monsieur François-René Nko-Sadi qui va nous parler de la pratique de gestion de risques dans les milieux des télécoms. Et à la fin, on fera une séance de brainstorming pour essayer d'échanger ensemble à propos de tout ce que François nous aura dit et également des principes qu'on a pu évoquer la dernière fois. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à François pour qu'il se présente lui-même. François, je te donne la parole. Bonjour tout le monde. Chez moi, ici, il est 9 h du matin. Je suis à Montréal. C'est un immense plaisir d'être avec vous là. C'est une belle opportunité là que Prisca m'a donnée là de pouvoir travailler avec des confrères, des frères, des sœurs du continent. Donc, moi, je suis un professionnel du domaine des télécoms. Pour parler un tout petit peu, on va dire, de ma biographie, je vais présenter mon écran. J'ai fait un beau petit PowerPoint. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est ça, OK. Mais voilà, mon histoire a commencé au Cameroun. J'ai travaillé quand même pendant près de 10 ans comme technicien chez Cameroun Télécom, Camtel. Et puis donc en 2009, j'ai immigré là pour le Québec. Donc j'ai fait un retour aux études pour faire mon diplôme mon diplôme d'ingénieur. Et puis donc depuis 2013, donc je travaille pour une compagnie qui s'appelle Vidéotron. C'est en fait un opérateur de télécommunications. OK, donc juste pour avoir une petite image, c'est le site web de Vidéotron ici. C'est une compagnie qui est spécialisée dans la fourniture de services au même titre que je sais pas, Sénégal Télécom, Orange et tout. Donc, la particularité, c'est qu'eux, ils vont faire dans tout type de services de télécommunication. Donc, on parle de la fourniture d'accès Internet, on parle de la câble-distribution, donc des chaînes de télé, on parle de la téléphonie, que ce soit fixe, donc résidentiel ou cellulaire. On parle de divertissement parce qu'ici, en fait, c'est des programmes sur demande. OK, bon, donc c'est quand même un gros portefeuille de services.
que cette compagnie offre. Et c'est une compagnie qui est, pour le moment, couvre uniquement la province du Québec. Et donc là, elle envisage donc maintenant de s'étendre sur le Canada. Donc, en gros, c'est ça. Je suis ingénieur pour cette compagnie depuis le 2013, à la sortie donc, de mes études universitaires. Donc, aujourd'hui, en bref, je vais vous présenter, faire une vue d'ensemble là sur les réseaux de télécom pour qu'on puisse un peu toucher du doigt qu'est-ce que ça représente. Je ne vais pas présenter une liste exhaustive, mais vraiment, on va pouvoir se faire une idée en fait de à quoi ça ressemble. Et puis, avec l'accompagnement de Prisca, on va revenir sur quelques concepts fondamentaux de la gestion de risque pour donc ensuite attaquer le vif du sujet. Donc, on va parler des pratiques dans le domaine que je connais et on aura quand même à la fin une petite mise en situation. Donc, je vais demander votre participation. J'ai pris un cas que j'ai vécu en entreprise, moi, en tant qu'ingénieur. Donc, un cas qui a été soumis à des ingénieurs. Il a fallu prendre une décision opérationnelle. Et puis, donc, maintenant, je vous présente ce cas-là sur un niveau plutôt de gestionnaire de projet. Et puis, je vous demande à votre avis, quelle solution on devrait adopter. Donc, ça va vous permettre de comprendre un peu le processus qui se met en place quand nous autres, au sein de cette compagnie, mais on veut prendre des décisions. Donc, avant de commencer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, un commentaire, un point particulier? C'est bon? OK, so let's go. Alors, donc ça, c'était la... quelqu'un a parlé? Non? Oui, OK. François, on voulait avoir une idée de l'audience des participants. Exactement. OK, j'allais oublier ce point-là. C'est ça. Donc, je pense que Prisca a prévu un formulaire vous devez le recevoir chacun et juste remplir les informations qui vous sont demandées. Ça nous donnera une idée de l'audience, de qui est chacun. On aurait aimé faire en réalité un tour de table, mais vu qu'on est quand même un grand nombre, ça se répète. OK. Donc, je compte sur vous. Prisca, est-ce Oui. qu'ils ont déjà reçu le code? Comment ça se Non, passe? Ils le reçoivent sur l'écran? non, pas encore. Juste une minute. Je vais partager mon écran. OK. Donc, pendant que Prisca vous envoie donc l'information, OK, je vais continuer à parler un tout petit peu de la compagnie là. Donc, quand on parle des services de télécommunication, ben, on voit tout ce que vous avez l'habitude de faire. On a le téléphone, on est sur WhatsApp, on est sur Twitter, les différents réseaux sociaux, on appelle des connaissances et tout. Tout ça, c'est les télécommunications. En fait, tout ce qui est mis en place pour permettre aux gens de communiquer à distance, c'est ça, en fait, qui définit les télécommunications. Donc, ça va être les services voix, ça va être les services de données. Et donc, la particularité aussi, c'est que nos clients, en fait, c'est des particuliers, mais c'est également des entreprises. Donc, vous voyez que Vidéotron, c'est quand même, c'est une compagnie qui touche tout le monde. Donc, oui, à l'écran, Prisca, tu peux peut-être nous expliquer? Oui, je Et vois ça, qu'il y a déjà quelqu'un qui a rempli. Merci. Donc, en fait, il faudrait aller chacun sur le site www.menti.com et utiliser le code qui est marqué en chiffres là, et inscrire quel est votre secteur d'activité. Ça nous permettra d'avoir une idée de l'audience. OK. Voilà. Donc, on va prendre un petit 2 minutes pour remplir ça rapidement et puis donc je vais continuer dans la présentation. Donc là, je vous laisse le temps. En attendant, je veux dire que je suis présent également sur LinkedIn. Donc, Prisca, il y a quelqu'un qui demande si tu peux partager le code dans la conversation. Envoyer sur OK, je Teams. vais faire Ouais. ça. Et puis même d'envoyer peut-être le lien du site web aussi, là. OK.
Donc, n'importe qui peut me rejoindre sur LinkedIn. Donc, plus tard, si vous avez des questions, peu importe le cadre, mais ça me fera plaisir là, d'échanger avec vous. Théoriquement, mon compte est ouvert, donc n'importe qui peut me contacter. François-René Nkossadi. Donc, présentement, je suis ingénieur principal déploiement technologique dans la compagnie Vidéotron. Donc, au départ de ma carrière, en 2013, j'ai été recruté comme ingénieur transport. En gros, un ingénieur transport, il va gérer le réseau fibre optique de la compagnie et donc tout ce qui est interconnexion des villes pour que les villes puissent communiquer, transmettre la téléphonie, l'Internet, le trafic de données, la télévision, donc vraiment toutes les interconnexions entre les villes ou bien les grands pôles des villes, ben, ça va passer par ce qu'on appelle un réseau de transport. Au pays, on dit souvent aussi réseau de transmission. Donc, c'est d'ailleurs dans ce domaine que j'ai travaillé déjà au Cameroun, mais en tant que technicien. Et donc, après, donc, chez Vidéotron, c'est dans exactement le même domaine que j'ai travaillé en tant qu'ingénieur. Donc, je suis resté là 7 ans, si ma mémoire est bonne. Et donc, spécifiquement, mon travail, en fait, englobait donc 2 volets. Il y avait donc le volet purement technique. Je vous épargne les détails. Et puis, donc, il y avait un volet purement donc gestion de projet. C'est justement dans ce cadre-là que j'ai mon premier flirt avec la gestion des projets et bien évidemment que j'en suis tombé amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on faisait concrètement? Lorsqu'on avait un projet, je sais pas moi, on peut demander par exemple de renouveler l'infrastructure de télécom à Dakar, par exemple, que bon, les équipements qui sont là sont vieux, ça fait 30 ans qu'ils ont été installés, ils sont déjà obsolètes, il faut renouveler le parc. Mais ça va entrer, ça va faire l'objet d'un projet. Et donc, mon le projet va m'être assigné. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir donc monter un document de projet pour le faire approuver par la haute direction. Donc, toute la partie qui était planification des travaux, évaluation des ressources nécessaires au projet, élaboration du budget de projet, et puis suivi des approbations du projet. Ça rentrait dans mes attributions en tant qu'ingénieur. Et une fois que le projet donc était approuvé par la direction, le budget était approuvé, donc que j'avais le go, ben, c'était moi donc qui devais organiser la réunion de kick-off, faire intervenir tous les participants au projet et puis leader le projet. Donc, vous voyez que ça couvre quand même pas mal des aspects d'un gestionnaire de projet. La seule chose que je ne faisais pas, c'était, mettons, par exemple, de participer à des comités de gouvernance de projets déjà faits comme ça. Mais en gros, dans ma pratique de tous les jours en tant qu'ingénieur transport, je me retrouvais quand même déjà très, très bien dans la pratique de gestion de projet. Et en interne, donc, ils avaient euh, monté une formation obligatoire pour tous les ingénieurs qu'on avait intitulée formation gestion de projet niveau 1. Donc, j'avais suivi cette formation-là également pour renforcer mes capacités. Et donc, après 7 ans, disons que j'avais fait le tour, je voulais explorer autre chose, je voulais grossir mon background, mon bagage, et puis surtout aussi élargir mon employabilité, parce qu'on s'entend que la gestion de projet, un des avantages de ce domaine, ben, c'est qu'on peut travailler dans n'importe quel domaine. Donc là, j'étais en télécom et je savais qu'avec une expérience vraiment à titre vraiment de gestionnaire de projet, ben, je pouvais à un moment donné me retrouver n'importe où, au Sénégal ou n'importe où ailleurs. Alors, j'ai décidé de changer d'équipe. Il y avait en interne un poste de gestionnaire de projet, développement des nouveaux produits. Ben, j'ai appliqué à ce poste et j'ai été retenu. Il faut dire que c'était une équipe où il n'y avait que des PMP et des maîtrises en gestion de projet. Donc, j'étais le seul, en fait, de cette équipe à n'avoir pas ça. Par contre, les recruteurs avaient décelé qu'au moins en termes d'expérience
Et puis d'habileté, j'avais quelques requis. Donc, c'est comme ça que j'ai été engagé là. Prisca, le sondage, est-ce que c'est Oui, correct là? François, on peut continuer. Tu peux OK, continuer. d'accord. Bon, donc, on va tourner cette page de moi et puis on va attaquer. Donc, après le poste gestionnaire, je suis resté 10 mois au poste de gestionnaire de projet parce qu'après, il y a eu une offre, le poste que j'occupe en ce moment, ingénieur principal. Donc, je voyais là une promotion. Donc, j'ai bondi dessus. Qui dit promotion dit augmentation du salaire, dit augmentation aussi des ambitions parce qu'après, je peux postuler à un poste de plus haut. Donc, ce qui se passe, c'est que dans ma position d'ingénieur principal déploiement, en fait, une grosse partie de mon mandat, c'est encore de la gestion de projet. Donc, c'est en fait probablement une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'y aller. Donc, il y avait le fait que je reste dans la gestion de projet, donc je ne perds pas ma casquette. Et puis, donc, j'ai une promotion et ça me permet donc de viser plus haut. Donc, voilà en gros pour le parcours. Donc là, OK. Donc, ouais. juste avant que tu continues dans la présentation, je pense que tout le monde voit un peu les résultats des différents secteurs d'activité, IT, telco, énergie, enseignement. On a beaucoup de telco, gestion de projet, humanitaire et informatique. Donc, juste pour avoir une idée un peu de l'audience. Donc, maintenant, je te laisse la parole, François, pour que tu ailles dans le vif de terrain. Oui? Je n'arrive pas à mettre le code, moi, quand je vais sur menti.com. Je ne sais pas où le mettre. Menti.com? Oui, parce que je vois en haut, enter the code, enfin, entrer à website, enter website. Je ne vois pas où il faut mettre le chiffre que vous avez mis. OK. Ou alors je ne suis pas sur la bonne... Peut-être pas sur le bon, parce que quand vous entrez dans Mentimeter, la première question, c'est please enter the code. Là, il faut rentrer le code. Oui, donc je suis sur www.menti.com. J'ai une page d'accueil Google. Je vois menti.com, enter the code. Oui. To join it. Alors, je clique là et c'est là que j'ai une page sur laquelle je ne sais pas où mettre le code. Rank say, enter a website. Je ne vois pas où il faut mettre le code là. Update now. Non, en fait, dès que vous êtes sur la première page d'accueil, vous entrez le code là-bas directement. Oui. Ah, d'accord. C'est là-bas qu'il faut entrer le code. Oui. Exactement. Exactement. Excusez-moi, j'ai pris la parole sans demander. Merci. Non, mais merci. Donc, ouais, parce que je n'arrive pas. Donc là, je mets le code où? Je suis sur Google, www.menti.com. Qu'est-ce que je... Menti.com, il faut mettre le code, peut-être. Ah, c'est là où c'est marqué oui, enter the code? Oui, ici, il faut mettre le code, oui. Il faut mettre le code juste là et submit. Et après, il y aura la question. Bon, écoutez, avancez parce que je vais regarder ça après. Parce que je cale. Ou sinon, monsieur, le plus simple, allez sur le chat et cliquez sur le hyperlink. D'accord, juste en dessous de là, on a mis le code. Si vous cliquez dessus, ça va ouvrir la page où Prisca se trouve et vous copiez et collez le code qu'il y a au-dessus. Ah, ben voilà. Oui, voilà. Ah, ben voilà, là, c'est très bien. Merci beaucoup. C'est trouvé. Excusez-moi encore. Merci pour l'assistance. Je vous en prie. Oui. OK, parfait. Donc, François? Oui, c'est bon. OK, je vais vous partager l'écran. On voit mon écran, n'est-ce pas? OK, oui. Donc, un overview de réseau de télécommunications, plus en termes d'architecture déjà. Quelque chose que les gens peuvent se douter. Vous voyez, un réseau de télécommunications, en fait, j'ai parlé tantôt des services, ça touche autant les ménages, donc les maisons, pour la téléphonie fixe, ça touche les industries, les usines et tout, qui ont quand même besoin de téléphones, qui ont quand même besoin de transmettre des données à leur headquarter ou à d'autres succursales un peu partout dans le pays. Ça touche des écoles, ça touche des administrations, ça touche
Excusez-moi là, on ne voit pas votre Oui. écran. On Ah ne voit bon? pas votre écran. Oh, OK, un instant, c'est bizarre. Moi, je le voyais, hein. Donc, je ne sais Bien. pas si le problème n'est OK. pas... Oui, Moi moi aussi, je le vois, François. Donc. Moi aussi, je vois OK. moi, je vois l'écran. C'est correct. On le voit, en fait. On le voit. Peut-être c'est OK. Et c'est bon maintenant, Karim, les autres, André, vous le voyez, mon écran? Oui, Oui, oui. OK, oui. super. OK. OK. D'accord. Donc, ça touche toutes les industries, ça touche le téléphone cellulaire. Donc, quand on parle de réseau de télécom, c'est vraiment tout ça là. OK. Internet et tout pour toutes ces industries. Donc, ça là, c'est ce que mon entreprise fait, c'est ce que les entreprises de télécom ou disons les plus grosses entreprises de télécom dans le monde font. Donc, on dessert des services à toutes ces catégories-là. OK. Donc, on va entrer maintenant un peu plus spécifique. Donc, toujours réseau de télécom, sur certains dessins, vous allez voir cette représentation. Donc, on regarde bien les boîtes rouges, autant pour moi jaune qu'on voit là, en fait, ça représente souvent des grands bâtiments donc, où l'opérateur de télécommunications a ses installations avec tous ces équipements informatiques et tout ça là, qui pour vous, pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, c'est une boîte noire. Mais ce qu'il faut surtout observer ici là, c'est, vous voyez par exemple, pour partir de cette boîte jaune à l'autre boîte jaune, vous voyez mon pointeur laser aussi, rouge là? Oui. OK, parfait. OK, donc ce que je veux vous faire remarquer ici, en fait, c'est la diversité qu'on met en place lorsqu'on bâtit notre réseau. Donc, pour partir de lui, là, vers la droite, on a ce chemin qui, on va dire, qui est direct, mais on a également le chemin par le bas, ici, et puis là. Donc, il est plus long, mais il nous permet quand même de rejoindre toujours notre destination. Donc, ça, c'est vraiment la base même. Donc, pour un réseau qui se veut fiable, on va toujours le plus souvent construire donc de la diversité. C'est ça qu'on appelle la redondance. OK. Ça coûte plus cher. Ce n'est pas toutes les compagnies qui peuvent s'offrir ce luxe-là et tout. Mais dans certains cas, c'est indispensable. OK. Maintenant, une autre image des réseaux de télécom que plusieurs d'entre vous doivent avoir vu déjà, on parle souvent des câbles sous-marins qui permettent d'interconnecter des pays. On va avoir ici, par exemple, le Sénégal qui, à l'intérieur du Sénégal, a son réseau interne qui ressemblerait à cette image-ci que je vous ai montrée. Mais maintenant, pour partir du... Il y a quelqu'un qui doit fermer son micro. Gagne Job, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Oui, je pense que je peux me faire. OK. Vous avez fermé votre micro aussi, du coup. On ne vous entend plus. Ouais, OK, c'est bon. Donc, le Sénégal, comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, chacun de ces pays-là a son réseau interne dans le pays et dans chaque ville a un réseau interne. Et le réseau interne dans une ville va avoir l'air de ceci. Le réseau interne dans le pays va avoir l'air de ceci. Donc, à l'échelle de la ville, c'est ici, ça pourrait être, mettons, des quartiers. À l'échelle du pays, ceci, ça pourrait être des villes. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, Dakar, je ne connais pas toutes les villes du Sénégal, Dakar et quoi, peut-être Ziguinchor, je ne sais pas trop. Ben, pour partir de Dakar à une ville, à une autre ville, ben, on va avoir ce chemin ou on va avoir un chemin alternatif. OK. Donc, cette représentation, elle est valable dépendamment de l'échelle où on se place. Donc, maintenant, à échelle maintenant continentale ou intercontinentale, ben, ça maintenant, ça devient qu'en fait, ici, c'est le Sénégal. Ici, ce serait, je ne sais pas moi, la Guinée. Ici, le Mali. Donc, vous voyez que euh, ce schéma, cette architecture, en fait, elle est vraiment spécifique au réseau de télécom digne de ce nom-là. Mais on peut s'imaginer que ça coûte très, très cher de bâtir ces liaisons-là. Alors, je disais au début que moi, mon travail, quand on m'a recruté au début de ma carrière d'ingénieur, j'étais ingénieur de transport. En fait, dans le transport, comme je vous disais, l'interconnexion des grands pôles ou des villes ou des pays, ben, c'est ça le transport.
On dit aussi transmission. Donc, ici, là. Donc, on peut voir l'impact maintenant. S'il y a une coupure au niveau du réseau de transport, je prends l'exemple de celle-ci, là. Si ça se coupe ici, ben, ça veut dire que ce pays se retrouve isolé de l'autre pays. Donc, là, si on coupe des deux côtés, en fait, ben, l'isolation est complète. OK. Ben, ça va être valable également pour les villes. Je pense que c'est déjà arrivé au moins une fois au Sénégal, mais en tout cas, je sais que c'est arrivé plusieurs fois au Cameroun qu'on dise, ah, l'Internet ne passe plus du tout parce que le câble sous-marin a été coupé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur du Cameroun, on a ces différentes villes qui sont interconnectées comme ça, Douala, Yaoundé, Bolova, Garoua, et toutes les villes sont là dans les boîtes jaunes. Sauf que pour avoir accès à Internet, ben, l'Internet est produit, mettons, aux États-Unis. Le fournisseur d'accès à Internet du Cameroun est, je ne sais pas trop dans quel pays, mettons, je dis n'importe quoi, au Sénégal, par exemple. Ben, il faut donc quand même que le Cameroun, qu'on puisse sortir du Cameroun, si on prend le cas ici, là, qu'on puisse sortir via cette bretelle, attaquer dans le câble sous-marin qui est dans l'océan, et aller donc maintenant vers le fournisseur d'accès Internet, donc pouvoir faire ça, venir chercher dans le contenu Internet ici et le ramener vers le Cameroun. Donc, vous comprenez que si c'est coupé ici quelque part, ben, ce contenu Internet qui devrait être ramené ici, là, ne peut plus être ramené. Donc, c'est pour vous donner, vous dire à quel point la portion réseau de transport est critique, en fait, dans un réseau. D'où également, donc, le besoin de faire de la redondance, parce qu'on ne sait pas à quel moment cette coupure peut survenir, mais le jour où elle survient, ça fait très, très mal. Donc, on a aussi, donc, pour aborder déjà un peu la notion de gestion du risque, on doit mettre en place une infrastructure qui tient compte déjà que ce risque-là peut apparaître à un moment donné. Oui, c'est peut-être le réseau de Joliba. J'ai vu un commentaire. Ah, OK. Donc, maintenant, si on rentre un peu plus en profondeur, donc ici, c'est comme des grosses boîtes qui représentent des quartiers, des villes, des pays et même des continents. Mais ici, donc maintenant, quand on dit donc maintenant un bâtiment de Sénégal Télécom, par exemple, ou de Orange, dans un bâtiment technique, ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble à ce que vous voyez là. Ici, on a ce qu'on appelle des cabinets ou des baies d'équipement qui sont fermés. La salle doit être climatisée. La salle doit être très propre parce qu'on va éviter qu'il y ait des poussières et tout, parce que les poussières peuvent rentrer dans les équipements des CQ et puis causer des dommages. On veut que ce soit climatisé parce que ces équipements consomment de l'électricité, ça chauffe. Et puis, elles sont au-delà d'une certaine température, elles ne sont plus capables d'opérer. Ils ne sont plus capables d'opérer ou de fonctionner normalement. C'est là que vous pouvez avoir des perturbations de réseau et tout. Donc, il faut de la climatisation et tout. Il faut également que ce soit un environnement bien aéré, bien entendu, pour faciliter, entre autres, la circulation de chaleur, mais également pour des besoins de sécurité. On s'entend bien que moi, le technicien, je me retrouve dans la salle et puis il y a, je sais pas moi, un incendie qui se déclenche. Il faut quand même que je puisse sortir en toute sécurité et tout. Donc, même la notion aussi d'espace et tout ça là, elles vaut son pesant d'or. Et d'ailleurs, dans le cas pratique que j'ai prévu vers la fin, ben, on va revenir un peu là-dessus. Donc, gardez bien en tête cette image-ci parce que c'est exactement le cas qu'on va traiter tout à l'heure. Donc, c'est des baies d'équipement qui sont alignés selon OS, donc autant les data centers que simplement salle technique d'équipement. C'est la même philosophie, c'est ce que vous voyez là. OK. Maintenant, on rentre un peu plus à l'intérieur. Donc là, j'ouvre une baie d'équipement ou un cabinet. Qu'est-ce que je vois? Je vois ces affaires ici à l'intérieur. Là, on est déjà en train de parler vraiment des équipements spécifiques eux-mêmes ou châssis d'équipement. Donc, vous vous rappelez, au-dessus, on a la grosse boîte. Ici, on a la salle technique avec ses cabinets. Et maintenant, dans un cabinet, qu'est-ce qu'on a? On a ceci, on a les équipements. Et sur les équipements, qu'est-ce qu'on voit? On voit des câbles. Bon, on les appelle des cordons optiques. En jaune, là, ce que vous voyez, c'est de la fibre optique.
Donc, c'est ces câbles-là qui permettent donc maintenant de pouvoir, exactement comme vous avez, je ne sais pas moi, votre télé à la maison, où il y a un fil qui va partir de la télé pour se connecter à un modem, par exemple, et le modem qui vous permet donc d'aller vers l'extérieur, vers votre opérateur. C'est via le modem que peut-être la télévision passe. Vous avez par exemple le modem, je ne sais pas moi, de CanalSat ou de n'importe quel autre. Donc, nous, en télécom, on a besoin également donc, de ces cordons aussi pour pouvoir relier des entités entre elles. Aussi simple que ça. OK. Bon, maintenant, voici une autre représentation toujours de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cabinet. Ben, c'est toujours comme ça des cartes et tout. Tout à l'heure, par exemple, quand je vous parlais de poussière, c'est important que le milieu soit propre et tout. Ben, vous voyez, il y a des espaces ici. La poussière peut s'entreposer là et puis donc causer des dégâts. Donc, voilà en gros déjà un overview des réseaux des télécoms. Est-ce qu'on a une question ici ou bien c'est bon, on peut avancer? Bon, Ah, oui, on peut avancer. On prendra les OK, questions à la fin pour gagner OK, du temps. d'accord. OK. Bon, alors quelques concepts fondamentaux. J'avais justement le goût d'entendre encore Prisca nous parler un peu ce matin. Donc, si tu veux bien, Prisca, revenir un peu sur ces notions-là. OK, d'accord. Oui. Donc, la dernière fois déjà, je vais revenir là-dessus pour ceux qui n'étaient pas présents. On avait parlé du concept du risque parce qu'un risque, ça peut prendre différents accents selon le domaine, mais de manière générale, un risque est un événement qui, s'il se produit, pourrait avoir un effet positif ou négatif sur l'objectif qu'on s'est fixé. Bon, en règle générale, quand on parle de gestion du risque, on pense plus au risque négatif, mais effectivement, il y a aussi des aspects positifs. Bon, et généralement, quand on parle de risque, de cet événement-là, il y a toujours un risque, il n'y a jamais de risque zéro. Mais vu qu'on n'a pas des ressources illimitées, on priorise les risques. Et pour les prioriser, on les analyse la plupart du temps en fonction de la probabilité et de la sévérité du risque. Donc, la probabilité que l'événement se produise, la sévérité, c'est-à-dire l'impact, la conséquence de l'événement sur l'objectif qu'on s'est fixé. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que ça va vraiment dépendre du domaine. Parce que François va parler du domaine des télécoms. On va vraiment voir c'est quoi la probabilité dans ce domaine, c'est quoi l'impact dans ce domaine. Moi, la dernière fois, j'avais parlé du domaine aviation. C'était probabilité, sévérité dans des domaines différents. Donc, on va voir comment ça s'applique dans le domaine des télécoms. Et également, la dernière fois, en plus du risque, vu qu'il n'y a pas de risque zéro, il faut absolument traiter le risque quand on les a priorisés, il faut les traiter. Et il y a 4 stratégies d'atténuation en règle générale. Il y a l'acceptation du risque, donc on accepte le risque tel qu'il est et on gère les conséquences par la suite. Il y a éviter le risque complètement, c'est-à-dire trouver d'autres voies que celles qu'on veut prendre pour éviter le risque. On va voir qu'il y a des domaines où on ne peut pas éviter le risque. On est juste obligé de faire avec. Il y a le transfert de risque, c'est-à-dire on transfère le risque, on envoie le risque à quelqu'un d'autre, à une autre partie. Et il y a la dernière stratégie, l'atténuation du risque. Donc, c'est ce que François va certainement nous illustrer dans la suite de sa présentation dans le domaine des télécoms. Tout à fait. Merci, Prisca. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Le risque, ce n'est pas juste négatif. Parfois, il y a des risques positifs aussi. Je pourrais dire qu'il y a quelques années, quand j'ai pris la décision de quitter le bel emploi que j'avais au Cameroun pour aller vers l'aventure canadienne, aujourd'hui, est-ce que je peux estimer que c'était une décision rentable? Je dirais que c'est quand même
je ne suis pas insatisfait. Ça a quand même été payant. Et donc, mais c'était un risque, bien entendu, parce qu'il y a des gens qui ont fait le saut et pour qui ça n'a pas marché, là. Ils se sont retrouvés au Canada, ils ont dû subir un divorce, professionnellement, ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs et tout. Donc, oui, il y avait un risque associé à ça, mais on s'entend que des fois, il faut avoir le courage aussi d'affronter le risque. Et même nous, dans le domaine des télécoms, souvent, dépendamment de la philosophie d'une entreprise, dépendamment de la taille d'une entreprise, donc l'acceptation ou bien l'acceptation ou le goût d'affronter le risque plus ou moins va être plus ou moins accepté. On va comprendre pourquoi. Bon, donc, alors, donc, si on regarde donc, dans mon domaine, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est qualifié comme étant domaine de service essentiel. Je me rappelle même pendant la pandémie, pendant le confinement, on empêchait les gens ici là de sortir avec un couvre-feu, mais les gens qui travaillaient dans le secteur des télécoms, ben, ils avaient un passe-droit. Parce que ben, si chez nous c'est coupé, il n'y a plus de téléphone qui passe, il n'y a plus d'Internet qui passe, donc on ne peut plus communiquer. Donc, on est un service essentiel. De ce fait, euh, chez nous, le risque qu'on doit affronter tous les jours, le risque qui hante mon président, c'est la coupure du service client. Ça, on peut tout faire. On peut engager, on peut mettre sur pied n'importe quel beau projet, faire des activités de maintenance, mais ce qu'on veut à chaque fois, c'est éviter de couper le service. Il y a des moments où on n'a pas le choix de le faire, mais on veut éviter ça au maximum. C'est pour cette raison que les coupures de service sont encadrées. On va voir dans une prochaine slide comment on encadre cela. Donc, c'est ça le risque majeur dans notre domaine des télécommunications, la coupure du service. Ils n'ont plus d'Internet, ils n'ont plus de télévision, ils n'ont plus de téléphone, ils ne peuvent plus appeler les services d'urgence. Donc, c'est ça qu'on veut éviter, autant pour les particuliers que pour les entreprises, ce qu'on appelle client affaires. Alors, donc, il y a une observation qui a été faite, c'est que pendant la période des vacances, comme là, en ce moment-ci, là, ici, juillet, août, jusqu'à même, on va dire début septembre, la majorité des gens vont en vacances. Donc, ça veut dire que dans les bureaux, il y a moins d'ingénieurs, il y a moins de techniciens et tout ça là. Et bizarrement, il y a moins de coupures. Le réseau est stable. On travaille moins. Les gens, même qui n'ont pas pris de vacances, sont en semi-vacances. Il n'y a pas beaucoup à faire. C'est bizarre. Mais quand les gens sont là, il y a des pannes. Les gens ne sont pas là, ben, il y a moins de pannes. Ben, la déduction est toute simple. Ça veut dire que c'est l'action humaine qui cause des pannes. C'est-à-dire qu'on va avoir souvent besoin de faire des travaux. Parce que j'ai pris un exemple, par exemple, où on a des équipements obsolètes, il faut les remplacer. Alors, c'est des travaux dans ce cadre qui sont dits travaux planifiés. Ben, il faut les remplacer, sauf que maintenant, pendant le remplacement, il y a une action qui est posée et hop, une erreur ou alors une coupure volontaire parce qu'on n'a pas le choix que de débrancher un fil. Mais c'est ça donc qui va causer des pannes. Sauf que parfois, donc, la panne peut être plus sévère que ce qu'on avait pensé. Donc, souvent, c'est des travaux planifiés. Souvent, ce n'est pas des travaux planifiés. Bon, ça peut être une panne qui survient de façon inattendue. C'est une carte qui tombe en panne. Ça peut être des travaux qui sont faits par la ville. Donc, de terrassement, on va creuser quelque part une route et puis il y a une fibre optique qui va être arrachée. Ça va venir couper. Bon appétit, Lamine Barreau. Je vois ta caméra. Ça doit être bon ce que tu manges. Donc, les compagnies, on est tout le temps donc sujet à des coupures qui peuvent arriver comme ça de façon planifiée ou non. Mais donc, on sait que la plupart du temps, c'est l'action humaine. Et donc, le régulateur, donc la compagnie de régulation, euh, et puis même aussi la concurrence, parce qu'il y a plusieurs compagnies de taille. On se discute tout le temps des clients et tout. Et souvent, ce qu'une compagnie va venir mettre en avant, c'est la fiabilité de son réseau, la disponibilité de son réseau.
Et donc, on est soumis quand même à des SLA extrêmement exigeants, tout ça pour rendre le service toujours disponible. Donc, gardons ça en tête. Dans notre domaine, ce qu'on veut éviter, c'est la coupure du service client, parce que le client doit être toujours satisfait. OK. Alors, donc, on a ce qu'on met en place justement pour éviter comme ça des coupures qui arrivent à n'importe quel moment et qui paralysent notre réseau. Ben, on va bâtir des réseaux redondants. Je ne sais pas si vous vous rappelez le dessin tout à l'heure que je vous ai montré. On pouvait voir pour partir d'un point A à un point B, il y avait un chemin direct et puis il y avait un chemin ou des chemins alternatifs qui pouvaient être plus longs, mais qui nous permettaient quand même d'arriver à destination. Ça, c'est de la redondance. Maintenant, à l'intérieur, je vais peut-être revenir un peu ici. À l'intérieur, maintenant, si on prend le cas, par exemple, de ces équipements ici, la redondance dont j'ai parlé, c'est point de vue interconnexion des grands pôles ou des villes. Mais à l'intérieur même de la salle technique, il peut arriver que, mettons, cette carte, par exemple, qui transporte peut-être l'Internet du quartier X, mais cette carte peut tomber en panne. Donc, l'Internet pour ce quartier-là va être paralysé. Ça, on veut l'éviter. Alors, on va faire également de la redondance pour ce cas-ci-là. Ça pourrait être une carte dans le même bloc-là qu'on va mettre, ou ça pourrait être carrément une carte dans un bloc différent, mais donc les deux sont interconnectés. Ça fait que si celle-ci tombe, ben, il y a l'autre qui prend le relais. Donc, là, c'est une redondance, on va dire dynamique. Ça prend tout de suite là. C'est automatique. OK. Donc, voilà également, donc, voilà une façon qu'on va procéder pour pallier, pour se prémunir de mauvaises surprises qui peuvent affecter la disponibilité du service dans notre réseau. Ça, c'est une pratique qui n'est pas juste de ma compagnie, hein, c'est toutes les compagnies quand même respectables, c'est comme ça qu'elles vont procéder. Ça coûte plus cher de faire les choses en double, mais au moins ça garantit la disponibilité. Ça évite de ternir donc l'image de la compagnie. Donc, voilà. Donc, gérer le risque, ça a un coût, mais ça vaut la peine. OK, donc on a trouvé une façon d'hiérarchiser donc la gestion donc du risque au sein de, là je parle maintenant spécifiquement de ma compagnie Vidéotron. Et il y a un premier niveau qui est le niveau corporatif. La prochaine slide va nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire. Mais ici, concrètement, qu'est-ce qui va être fait? C'est que on va dire, OK, François, OK, tu as des travaux, tu dois annoncer à la compagnie les travaux que tu vas faire. Toute la compagnie doit être au courant des travaux qui vont être faits. On veut savoir, je vais là tout de suite, la nature des travaux, la date des travaux, la plage horaire des travaux. Est-ce qu'il y a une probabilité de coupure de service? Si le service va être coupé, combien de temps tu penses que le service va être coupé? Quels sont les services? Donc là, il faut détailler les impacts. Quels sont les services qui vont être affectés? Est-ce que c'est juste le téléphone à la maison, dans un quartier, dans toute la ville, dans toute la province, dans tout le pays? Est-ce que c'est juste la télévision qui ne va plus passer? Est-ce que c'est juste l'Internet ou juste les données? Donc, je dois donner un détail des impacts et préciser les services qui sont affectés. Et ça, c'est consigné sur une plateforme informatique. Dans notre cas, ça s'appelle Remedy, R-E-M-E-D-Y, Remedy. Donc, cette information, je suis tenu de la remplir. Elle est accessible par tout le monde dans la compagnie, c'est-à-dire que même mon président pourrait se connecter via son ordinateur et aller voir de quoi il s'agit. OK. Donc, il y a spécifiquement donc, une équipe qui s'occupe donc de contrôler tout ça là. C'est le centre de gestion du réseau, le CGR, ou en anglais le NOC, NOC. OK. Donc moi, à chaque fois
dans le cadre des travaux qui sont planifiés, travaux, comme on a dit tantôt, OK, je viens remplacer des vieux équipements à tel endroit pour venir maintenant installer un équipement qui va nous permettre d'avoir Internet haute vitesse, par exemple. Voilà un cas. OK, donc ça, c'est des travaux planifiés. OK, je vais le faire quand? Je vais le faire dans 3 semaines. À exactement quelle date? Début plage de coupure, fin plage de coupure. Donc, j'indique la date, j'indique l'heure. OK, je vais commencer mes travaux. Maintenant, ici, est-ce qu'il y aura une coupure de service ou il y a juste un risque de coupure? Dans le cas présent, nous, en fait, on va aborder en fait les 3 notions. Il y aura la notion d'abord d'acceptation. Dans certains cas, des travaux planifiés, oui, je le sais d'avance, il y aura une coupure. On n'a pas le choix. Je dois débrancher des fils, enlever les vieux équipements, les équipements obsolètes et installer les équipements de nouvelles technologies. Donc, on le sait, la coupure est inévitable. OK. Donc, là maintenant, mais ce qu'on veut maintenant, c'est juste d'encadrer la coupure, de minimiser les impacts. Bon, donc, là, on va me dire, première chose, la compagnie, ça c'est donc, si vous rappelez la hiérarchisation niveau corporatif. Donc, la compagnie nous a déjà imposé une plage de maintenance et dit, des travaux qui impliquent une coupure ne peuvent se faire que de minuit à 6 heures. On assume que dans cette plage-là, déjà, bien entendu, bon, les gens dorment, le trafic est au plus bas et tout. Tout ça, ça part d'une historique. On a analysé notre trafic pendant des années et on voit que généralement, à cette heure-là, c'est les moments où les plus bas. Et il y a des gens qui sont quand même sur Internet dans la nuit et tout, mais ce n'est pas le plus gros de nos clients. OK, donc la plage de coupure est déjà prédéfinie. Maintenant, c'est dans cette plage de minuit à 6 que moi, je vais aller indiquer quel moment moi je compte couper. Je vais peut-être couper entre 2 heures et 4 heures du matin. Maintenant, donc, une fois que j'ai indiqué les détails des impacts, les services affectés, donc là, le centre de gestion du réseau, ils vont voir c'est qui les compagnies ou les clients qui vont être touchés et qu'est-ce qu'on va faire? On va leur envoyer un avis. On va les aviser qu'à telle date, à telle heure, il y a une coupure qui va survenir. Donc, comme ça, eux, de leur côté, ils peuvent prendre les dispositions. Et ces compagnies-là ont le droit de refuser ou d'accepter. Maintenant, nous, pour éviter de se retrouver dans un cas où on doit absolument faire des travaux qui vont profiter à la compagnie, mais il y a un client qui dit non, vous ne le faites pas. Donc, pour éviter de se paralyser soi-même, alors on a inclus dans les contrats que nous avons le droit et ils ne peuvent pas dire non de faire des coupures tant et aussi longtemps qu'on les avise dans un certain délai. Donc, ça va être au moins peut-être défendamment, ça peut être 7 jours, 10 jours, où il y a des cas particuliers aussi. Donc, 10 jours à l'avance, on va envoyer une notification, compagnie X, on va avoir une coupure de service, votre Internet va être coupé de telle heure à telle heure pendant tel nombre de temps. OK. Donc, moi, je donne maintenant, je dois expliquer ici quels sont les travaux exacts que je vais faire. OK. Donc, la compagnie a accepté dans ce cas-ci. Il y a un cas où la compagnie, on va éviter le risque. C'est-à-dire quoi? Lorsque je remplis mon formulaire, ça doit aller en approbation. Il y a un flux d'approbation qui est généré. C'est-à-dire qu'il y a peut-être mon chef service qui va approuver ou non la requête. Généralement, il va approuver oui, puisque j'ai planifié ça avec lui. Et il y a le centre de gestion du réseau qui va approuver ou non. Il y a le directeur de tel ou tel, dépendamment de quels services vont être affectés, qui doivent donner leur approbation. Donc, en fonction de la sévérité de la coupure, si c'est un quartier, si c'est une ville ou pas, ben, le niveau d'approbation également va être différent. OK. Donc, là-dedans, il peut en avoir un qui dit « No way, on ne coupe pas. Ces travaux ne peuvent pas avoir lieu pour X raisons. » Donc, il faut simplement faire autre chose. Donc, ici, on évite le risque. Et ça va être le cas parfois. Je prends un cas. Dernièrement, il y a eu la CAN au Cameroun.
Imaginez un peu au niveau du Cameroun Télécom, ils ont des travaux comme ça. La CAN devait avoir lieu de janvier, je sais plus trop, janvier à, je sais pas moi, fin février par là. Là, on s'est dit, si les gars ils font des travaux et si ça paralyse le trafic Internet et tout, et puis bon, le monde entier est braqué sur nous, ça va mal pour le Cameroun. Donc, pendant cette période, on fixe ce qu'on appelle un moratoire. Personne n'a le droit de faire des travaux. Ça, ici, là, on va carrément dire non, il n'y a rien qui se fait. On va prendre une approche donc, qui est différente dans ce temps-là. Ça va être peut-être simplement de fournir le service autrement aux abonnés. On va peut-être leur fournir des forfaits, je dis n'importe quoi, des forfaits plutôt sans fil, plutôt que de passer par le réseau filaire pour leur offrir de l'Internet haute vitesse, ou simplement on va les notifier que pendant cette période, il n'y a rien qui est